Bienvenue sur Minuit Mystère, là où chaque histoire commence dans l'ombre. Ce soir, une photographie murmure amour, trahison et quelque chose de bien plus dangereux. Sous sa surface argentée se cache une vérité que personne ne voulait voir. Versez-vous une boisson chaude, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. C'était un matin d'une clarté si paisible que même les moineaux du cimetière semblaient dignes dans leur gazouillis. L'air, purifié par la pluie nocturne, portait la douce odeur du lilas et sublimait ces matins anglais qui font comme si tous les chagrins étaient de bien rangés, tels des cuillères d'argent parfaitement alignées dans un tiroir. Madame Bantry aurait déclaré la journée paisible, persuadée qu'aucun malheur ne pouvait arriver, et de fait, l'église St. Mary Mead semblait résolue à le croire. Seule la femme du vicaire remarqua, en arrangeant les fleurs pour la Pentecôte, que le cadre sur la table commémorative était légèrement de travers, comme si quelqu'un l'avait examiné de trop près. La photographie représentait le défunt colonel Deering, en uniforme, son sourire discret et formel, sous l'éclat terne du nitrate d'argent. Elle reposait depuis des années dans l'église, faisant partie d'une modeste exposition commémorant les hommes de la région tombés lors de la campagne de Birmanie. Pourtant, ce matin, la lumière la frappait différemment, un éclat sur la vitre comme un œil multicolore. Madame Price Ridley, entrant d'un pas pressé avec son air d'autorité habituel, redressa le cadre sans un mot. Il ne faut pas laisser la poussière s'accumuler sur les morts, dit-elle, sans oser croiser le regard de la femme du vicaire. À 11 heures, tout le village savait que la photo avait quelque chose d'étrange. À St. Mary Mead, les rumeurs ne voyageaient jamais. Elles se matérialisent, comme la brume sur la verdure. À la poste, mademoiselle Wetherby confie avoir toujours trouvé l'expression du colonel étrangement prémonitoire. Chez l'épicier, le jeune Tom West déclara que l'image lui donnait la chair de poule, et au Blue Boar, où les conversations allaient pour un bon train et la bière était plus chaude. Quelqu'un jura que ce n'était pas du tout la même photo qui était accrochée là auparavant. C'était, selon cette voix assurée, un tirage complètement différent. Miss Marple l'apprit d'abord de sa femme de chambre, Sherry, qui entra avec un plateau de toast et ses spéculations. On dit que quelqu'un a interverti une photo dans l'église, madame. Quelle idée de faire ça à un monument commémoratif. Miss Marple, assise près de la fenêtre dans son fauteuil orné de roses, leva les yeux de son tricot. L'avoir interverti? Ma chère, c'est extraordinaire. On touche rarement aux morts, à moins de vouloir importuner les vivants. Cherry cligna des yeux, incertaine si c'était dit sur le ton de l'humour. Miss Marple esquissa un sourire. « Veuillez m'apporter le bulletin paroissial. Il me semble qu'il y était question d'un comité commémoratif. Curieux, ces comités font ressortir à la fois le devoir et la vanité. » Dehors, les ruelles brillaient d'un soleil filtré par les flaques d'eau. Une charrette à lait passa en cahotant devant le portail, et le monde sembla de nouveau parfaitement respectable. Pourtant, l'esprit de Miss Marple, attentif à ces infimes hésitations que les gens ordinaires négligents, avait déjà perçu le léger tremblement sous le calme matinal. Une photographie retouchée était le signe d'une intention, non d'un accident. Et l'intention, d'après son expérience, était l'ombre qui précédait chaque orage dans le village. À midi, le premier véritable incident ne fut ni dramatique ni d'ordre humain. Madame Price Ridley, encore irritée par le ton hésitant de l'épouse du vicaire, se rendit au presbytère, indignée. « C'est scandaleux !» s'exclama-t-elle, que quiconque touche à ce souvenir sacré. On se demande bien quel sera le prochain graffiti sur le registre des morts. Le vicaire, qui avait passé la matinée à rédiger un sermon sur le pardon, se surprit à murmurer des paroles de compassion, se demandant comment empêcher cette petite indignation de dégénérer en crise paroissiale.
Mais il était déjà trop tard, et l'indignation est la plante la plus rapide à envahir la terre de Sainte Mary Mead. À l'heure du thé, deux versions de l'histoire se disputent la première place. L'une prétendait que la photographie ne montrait pas le colonel Deering, mais son frère, parti dans des circonstances troubles liées à l'or local. L'autre affirmait que le cadre en argent dissimulait un compartiment secret. Pourquoi sinon remplacer la vitre? Ces deux théories, tout aussi absurdes, trouvèrent des soutiens enthousiastes. Madame Bantry, au téléphone, rit. Si Miss Marple se met à enquêter sur la table commémorative, nous devrons tous rendre des comptes sur votre argenterie familiale. Miss Marple, informée de cela, se contenta de sourire. J'en doute fort. Les gens préfèrent les scandales entretenus, pas avérés. Le soir tombait doucement sur les chaumières, la fumée s'élevant en volutes régulières. Dans l'église, une légère odeur de cire d'abeille persistait. Le sacristain, le vieux monsieur Hughes, ferma la porte à clé à 6h30 et rentra chez lui, à petits pas, ignorant qu'il avait déclenché une agitation nouvelle. La vitre de la photographie altérée capta les derniers rayons du soleil couchant et les renvoya dans un feu terne. De l'autre côté de la ruelle, Miss Marple fait sa promenade habituelle jusqu'au portail. Elle s'arrêta lorsque la cloche de l'église sonna la demi-heure. Son timbre doux mais étrangement creux. Un chat glissa le long du mur, son pelage effleuré par une lumière ambrée. Tout semblait, comme toujours, paisible. Pourtant, elle pensa à ce visage sous la vitre, à la légère raideur du sourire, à l'ombre sous l'œil, et sentit une vieille inquiétude se réveiller. Les ressemblances, murmura-t-elle, sont des choses dangereuses. Elles disent la vérité trop fidèlement, ou pas du tout. Cette nuit-là, une pluie fine et légère commença à tomber, effleurant les feuilles, comme une hésitation. Au loin, au-delà de la verdure, un chien aboie une fois avant de se taire. Dans le salon de Miss Marple, l'horloge tique avec la patience des justes. Elle posa son tricot, plia soigneusement le patron et prit son journal. L'entrée qu'elle écrivit était une brève photographie déplacée. Des gens troublés. Une signification possible, mais incertaine. Elle marque une pause, levant sa plume. Puis elle ajouta une dernière ligne, presque comme si elle se parlait à elle-même. La vérité ne change pas, mais son image peut changer. Quand elle referma le livre, le bruit lui parut assourdissant dans le silence. Dehors, la lumière du lampadaire, de l'autre côté de la ruelle, vacilla un instant avant de se stabiliser, telle une pulsation qui se raccroche. Miss Marple resta assise un long moment, écoutant le doux clapotis de la pluie sur les vitres. À Sainte Mary Mead, demain arriverait à l'heure comme toujours, apportant avec lui son lot de ragots, de bonnes intentions, et si son instinct la guidait, une mort déguisée en bien matériel. Au matin, la pluie avait cessé net, laissant les chemins lisses comme de l'ardoise et l'air vif d'un air nouveau. Pourtant, sous cette fraîcheur éclatante persistait une légère amertume, le goût de la rumeur se muant en conviction. Chez le marchand de fruits et légumes, Madame Price Ridley, telle une gardienne de la bienséance, racontait l'histoire pour ceux qui l'auraient manqué. À mon avis, c'est une insulte à la mémoire du colonel, déclara-t-elle, serrant son sac en filet comme une armure morale. Il faudrait que quelqu'un en parle à la police avant que la situation ne devienne indécente. De l'autre côté du comptoir, M. Weatherby se contenta de grogner. Après tout, il avait connu le colonel et se souvenait d'un homme plus admiré qu'aimé. Étrange de s'en préoccuper autant d'un tableau, dit-il en pesant des pommes. Peut-être que le vieux cadre avait juste besoin d'être nettoyé, mais son indifférence offensa l'assistance. Personne à Sainte Mary Mead ne souhaitait que le mystère soit résolu si vite en l'état, il était bien trop captivant. À la poste, le cliquetis des pièces et des enveloppes masquait un murmure de spéculation.
La vitre de remplacement, l'étiquette manquante au dos, la présence d'un autre visage sous l'impression, chaque détail se transformait en théorie. Mademoiselle Hartnell, qui se targuait d'un sens aigu de l'observation, insistait sur le fait que la photographie avait été trafiquée pendant la répétition de la chorale. « Je me souviens très bien qu'il faisait froid ce soir-là », dit-elle d'un ton sombre, et la porte de la sacristie n'était pas fermée. Personne ne s'interrogea sur le rapport entre un courant d'air et une supercherie, mais tous acquiescèrent solennellement. Entre-temps, Miss Marple reçoit 2 visites inattendues avant 11 heures. La première était la femme du vicaire, agitée et confuse. « J'espère, chère Jane, que vous ne me trouverez pas ridicule de vous le dire, mais on parle de vol, ou pire encore. » Elle jeta un coup d'œil au plateau de tasses en porcelaine soigneusement disposé, comme si le motif pouvait la rassurer. Miss Marple versa le thé, calme comme une bibliothécaire au milieu des alarmes. « Je pense, dit-elle doucement, que lorsque les gens commencent à soupçonner le pire, ils se souviennent généralement de quelque chose qu'ils savent déjà, sans en être tout à fait conscients. » La femme du vicaire cligna des yeux, mi-soulagée, mi-perplexe, puis son visage s'illumina. « Ah, vous voulez dire que tout cela n'est que pure imagination. » « Non pas de l'imagination, ma chère, des souvenirs déguisés en curiosité. » Lorsque la dame s'en alla, réconfortée mais toujours sans comprendre, Miss Marple reprit son tricot et laissa le motif guider ses pensées. C'était une astuce qu'elle avait apprise depuis longtemps, une maille en verre pour la vérité, une maille en droit pour le mensonge, les schémas de la nature humaine se répétant inlassablement, seules les couleurs changeant. Les apparences sont rarement trompeuses. Après tout, une photographie était le déguisement le plus respectable qui soit. Son deuxième visiteur était l'inspecteur Crail, fraîchement affecté à Melchester et désireux de faire preuve d'une efficacité redoutable. Petite affaire à l'église, mademoiselle Marple. Un peu de malice, rien d'inquiétant, j'en suis sûr. Il lui parlait comme à une relique fragile, bien que son regard trahît une certaine incertitude. Les paroissiennes les plus âgées de St. Mary Mead avaient tendance à déstabiliser les nouveaux venus en sachant trop sur leur mère. Cependant, ajouta Théil, le sacristain jure avoir bien fermé la clé. Aucune trace d'effraction, nous ferons examiner la vitre, comme d'habitude. Miss Marple acquiesça d'un signe de tête. Ce genre de choses relève souvent davantage de la conscience que des clés. L'inspecteur sourit, l'air absent. « C'est exact. Je vous tiendrai au courant si nous trouvons des empreintes digitales. » Quand il est parti, elle regarda le clocher de l'église qui brillait au-dessus des toits. Des empreintes digitales permettent de chercher des empreintes sur les nuages. Ce qui importait, ce n'était pas qui avait touché le cadre, mais pourquoi cela avait soudainement pris de l'importance. L'après-midi même, les rumeurs s'étaient musées en certitude. La nièce du colonel Dering, une jeune femme pâle nommée Sylvia Gray, arriva de Londres pour constater les faits. Son allure, son chapeau élégant et son regard anxieux suscitèrent autant d'admiration que de malaise. Dans le salon de thé, Madame Bantry confia que la jeune fille s'était disputée avec le colonel au sujet d'une photographie, curieusement, des années auparavant. Que ce détail fût un souvenir ou une invention, personne ne s'en souciait, il s'intégrait trop bien au récit pour qu'on s'en étonne. Miss Marple, rentrant de l'épicerie avec son panier, vit sa nièce franchir le portail du cimetière et s'arrêter devant le monument. La main de la fillette trembla en touchant le verre, puis la retira brusquement, comme si le métal brûlait. De l'autre côté de la haie, Miss Marple aperçut le faible reflet de ce geste dans la vitre et pensa combien souvent la vérité se révèle de manière détournée, jamais directement, mais par un jeu de miroir et d'inversion. Ce soir-là, le vicaire annonça qu'une brève cérémonie de consécration aurait lieu afin de ramener la tranquillité dans la paroisse. La phrase, répétée par tous à table, sonnait presque comme une incantation.
Pourtant, la tranquillité, une fois troublée, revient rarement sur commande. Sous le brouhaha ambiant, les esprits du village s'étaient déjà divisés en deux camps, ceux qui croyaient à la profanation et ceux qui flairent le scandale. Miss Marple, seule avec sa lampe et le cliquetis rythmé de ses aiguilles, songea à l'accumulation de demi-vérités de la journée. Une communauté, pensa-t-elle, ressemblait à une feuille de papier photographique sensible à l'exposition, figée par les commérages et obscurcie par la lumière même qu'elle cherchait à capturer. Lorsqu'elle posa son tricot, le silence sembla se pencher vers elle, comme en attente. Quelque part, parmi les mots ordinaires et les bonnes manières, une ombre commençait à se dessiner. Elle éteignit la lampe, et dans la brève lueur résiduelle sur l'abat-jour, elle aperçut son propre reflet, faible, argenté et incertain. Cela lui rappela étrangement cette photographie dans l'église, et elle se demanda, non sans une certaine gêne, si les vivants ressemblaient bien vraiment à leurs images. Le lendemain matin, la clarté était telle qu'on se méfiait. La lumière du soleil, cruelle et impitoyable, inondait le cimetière comme une lanterne, éclairant une pièce en désordre. Sylvia Grey se tenait sous le porche, ses gants serrés dans une main, attendant l'inspecteur Kyle. Elle avait dormi au presbytère, mais on disait qu'elle avait à peine touché à son petit déjeuner. De son jardin, Miss Marple pouvait distinguer la silhouette de la jeune femme se détachant sur le bureau de la fonderie, un bureau dont le calme laissait transparaître une certaine tension. L'inspecteur arriva d'un pas assuré, celui d'un homme convaincu que la logique et les preuves pouvaient dissiper toute confusion humaine. « Enquête de routine, mademoiselle Grey », dit-il en inclinant son chapeau. « Mieux vaut vérifier qu'il ne manque rien. » Sa voix résonna dans l'air immobile, qui semblait désapprouver une telle hâte près des IT saboteurs. « Tombe !» Sylvia inclina la tête, un geste poli par son éducation. « Je serais reconnaissante si ce n'était qu'une erreur », murmura-t-elle, bien que la légère hésitation avant le mot « erreur » laissait transparaître d'autres craintes. Ils entrèrent ensemble dans l'église. L'air y était empreint d'une légère fraîcheur, mêlée de poussière et de solennité. La photographie scintillait faiblement sur son support. Crail s'accroupit, remarquant la vitre neuve, remplacée dans la semaine, à en juger par son aspect. Le sacristain jure ne jamais l'avoir commandé. Peut-être que le cadre se déforme avec du vieux bois. Sylvia détourna le regard. « Ce n'est pas le cadre qui a changé », dit-elle doucement. Miss Marple, arrivant discrètement sur le seuil, sous prétexte de livrer des fleurs, entendit la remarque et la garda précieusement en mémoire. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité d'un crime ne résidait pas dans son explication, mais dans le malaise qu'il engendrait. L'inspecteur examina le dos du cadre en fronçant les sourcils. Le seau de papier avait été soulevé puis remis en place. Celui qui avait manipulé cela avait été soigneux, mais pas professionnel. Il se redressa en repoussant ses genoux. « Votre oncle était-il du genre sentimental, mademoiselle Grey ?» Conservait des lettres, des souvenirs. « Méticuleuse », répondit-elle. « Mais les sentiments, uniquement envers sa réputation. » Un silence pesant s'installa. L'inspectrice prit note, peut-être plus de son ton que de ses paroles, puis se tourna vers l'allée. « Je ferai comparer les preuves. Il pourrait s'agir d'un ancien duplicata. J'en suis sûr que non, » dit Sylvia, presque à voix basse. Une fois partie, Miss Marple s'approcha de la table commémorative. Elle ne toucha pas la photographie, mais en étudia la composition, le reflet des boutons, la légère distorsion du col, là où la lumière avait jadis surexposé. Le regard du colonel semblait léviter, fixé légèrement à droite, comme s'il reconnaissait une autre présence hors champ. L'évitement, pensa-t-elle, est souvent plus révélateur que l'attention. Tandis qu'elle arrangeait ses fleurs, le sacristain entra en s'essuyant les mains. « Tout ce remue-ménage ne vous plaît guère, Miss Marple. »
Cela attire des gens qui n'ont rien à faire à l'église. Personne n'aime être sous les projecteurs, monsieur Hughes, répondit-elle d'un ton calme. Surtout quand il y a quelque chose à découvrir. Il fronça les sourcils. Vous pensez qu'il y a eu un méfait? Elle sourit. Oh, je ne pense jamais à rien avant d'y être obligé. Cet après-midi-là, le premier indice tangible apparaît, ou du moins semble apparaître. Le jeune Tom West, passant à vélo devant l'église, remarqua un petit morceau de papier photographique coincé dans la haie, près du chemin de la sacristie. L'image, à moitié développée, suffisait à relancer les rumeurs. Moins d'une heure plus tard, Madame Price Ridley expliquait à l'épicier qu'on y voyait la main d'une femme, portant une bague en regardant de côté. Bientôt, la moitié du village se regardait de travers. En apprenant la découverte, l'inspecteur Crail laissa échapper le soupir las des hommes pragmatiques assaillis par leur imagination. Il empocha néanmoins soigneusement le fragment. « Chaque bout de papier est une piste, dit-il à son sergent. Mais parfois, ce sont les pistes qui vous perdent. » Lorsque Cherry informa Miss Marple que la police avait trouvé des preuves de l'implication d'une dame, elle se contenta de hausser un sourcil. « Ma chère, le mot « preuve » n'est employé que lorsque nos préjugés ont été mis de côté. » Elle demanda néanmoins à Cherry d'aller chercher son chapeau. Il y avait des courses à faire, notamment du côté de la Grand-Rue, où les informations accompagnaient toujours les achats de thé et de mélasse. En fin d'après-midi, le village bourdonnait comme une ruche dérangée. Madame Bantry se souvenait que la dernière compagne du colonel à la fête annuelle avait été une veuve de chez Combes, Madame Denning, belle, sûre d'elle et passionnée de photographie. Mademoiselle Hartnell, ravie par la symétrie, déclara ce lien trop évident pour être ignoré. À St. Mary Mead, l'évidence était la qualité la plus suspecte qui soit. Au crépuscule, Miss Marple s'arrêta de nouveau devant le porche. Le ciel se teintait d'argent, de la même couleur pâle que la photographie litigieuse. Elle observa Sylvia Grey sortir seule de l'église d'un pas hésitant. « Une journée éprouvante, ma chère, » murmura Miss Marple. La jeune fille sursauta, puis esquissa un sourire. « Oui, mais je suppose qu'il ne faut pas laisser les ragots nous perdre. Les commérages défont rarement les choses, » disait Miss Marple. « Ils ne font que révéler ce qui a déjà été fait. » Ils restèrent un instant silencieux et complices. Puis le regard de Sylvia se porta de nouveau vers la porte de l'église. Ce n'était pas un homme bon, Miss Marple, mais la cruauté a parfois une apparence respectable. Miss Marple inclina la tête, pensive. Oui, comme une photographie qui flatte son sujet. À son retour, le journal du soir était resté intact sur la console de l'entrée. Elle ne le lut pas. Au lieu de cela, elle resta près de la fenêtre tandis que le crépuscule tombait et que la lumière de la lampe transformait tout en reflet. Derrière son propre reflet indistinct sur la vitre, elle crut apercevoir un autre homme, en uniforme, qui l'observait d'une distance qui n'était plus tout à fait temporelle. Un léger coup à la porte rompt le silence du salon de Miss Marple. C'était de nouveau la femme du vicaire, les joues rouges d'une excitation confidentielle. « Jane, je viens de chez Madame Bantry, » commença-t-elle, haletante. Elle dit que la police a découvert qui a modifié la photo. Madame Denning, la veuve de chez Combes. Imaginez, elle avait accès à l'église grâce au festival de chorale. La nouvelle lui échappe avec cette lueur de satisfaction morale que seule une connaissance partielle peut procurer. Miss Marple désigna la bouilloire, qui se mit à ronronner à cet instant précis, comme appelée par la bienséance. « Le thé d'abord, » dit-elle, « la vérité ensuite. » Cette pause rituelle apaisa la conversation et permit à la réflexion de s'insinuer. Lorsque la femme du vicaire eut repris ses esprits en prenant une gorgée, Miss Marple demanda « Et sur quels éléments la pauvre Madame Denning se fonde-t-elle en temps de suspicion ?» Ah, apparemment, elle avait prêté son trépied
à l'église l'an dernier, et l'inspecteur a trouvé ses initiales sur un papier d'emballage près de la sacristie. Ces mots sonnaient moins convaincants à voix haute. D'ailleurs, ajouta faiblement la femme du vicaire, elle était amie avec le colonel. Amicalement, répéta Miss Marple en faisant rouler le mot délicatement entre ses doigts, comme une perle, un terme si malléable. Il peut signifier alliance ou offense, selon celui qui le prononce. À la même heure, dans le coin feutré du Blue Boar, la personne au cœur de ce scandale naissant sirotait tranquillement un verre de xérès. Madame Denning, élégante dans son deuil noir qui ne paraissait ni récent ni ostentatoire, affichait une sérénité qui inspirait l'antipathie aux autres femmes. « Si j'ai changé quelque chose, c'est ma patience », déclara-t-elle froidement à l'inspecteur Crail. Le colonel et moi avions des divergences d'opinion sur bien des points, mais pas suffisamment importantes pour justifier qu'on touche à son image. Crail l'observait avec une politesse prudente. « Le vicaire confirme que vous avez contribué à l'organisation de l'exposition photographique pour le bazar de l'année dernière. » « En effet. Et le cadre qui vous préoccupe tant provient de ce même étal. Il a été offert à l'Église par souscription. Mon seul péché a été de choisir l'argent plutôt que le chêne. » L'inspecteur remarqua son ton posé, légèrement lasse, et la jugea trop intelligente pour être innocente, mais trop calme pour être coupable. « Si vous n'y êtes pour rien, madame, peut-être vous souviendrez de qui pourrait y être impliqué. Quelqu'un aurait-il des raisons de détester le colonel ?» Elle sourit sans chaleur. « L'aversion est un sentiment facile, inspecteur. La plupart préféraient l'oublier. Plus tard, lorsque l'histoire parvint aux oreilles de Miss Marple, comme toutes les histoires finissaient par le faire, elle se souvint d'un après-midi, 30 ans auparavant, où une autre veuve avait été confrontée à un soupçon similaire. Là aussi, il y avait une photographie, celle d'un mari souriant qui n'avait pas été à la hauteur de son image. « On juge l'image, » murmura-t-elle, « parce qu'elle ne peut se défendre. » Ce soir-là, Sylvia Grey fait une visite impromptue. Elle paraissait tendue, son élégance ternie par le manque de sommeil. « Vous êtes sans doute au courant, » dit-elle en esquissant un sourire forcé. « On soupçonne Madame Denning. C'est absurde, bien sûr. » Miss Marple lui fit signe de s'asseoir. « L'absurdité et la conviction sont presque cousines, ma chère. Dites-moi, votre oncle et Madame Denning se sont-ils disputés ?» Sylvia l'admit. Il l'accusa de trahison. Des documents manquaient, sans grande valeur en apparence, mais sensibles. Elle insista sur le fait qu'elle les avait rendus. « Des documents ?» répéta doucement Miss Marple, et il exposait publiquement une photo de lui. Quelle symétrie! Sylvia fronça les sourcils. « Tu penses qu'il y a un lien ?»« Je pense, » dit Miss Marple en versant le thé, « que les gens qui craignent leur passé érigent souvent des monuments à leur respectabilité. Et ces monuments finissent parfois par s'effriter sous le poids de leur propre vernis. Dehors, le crépuscule s'installe, de ceux qui adoucissent les contours nets en une douce illusion. » Un groupe d'enfants passa devant le portail en chantant une comptine sautillante dont les paroles disaient « miroir d'argent ». La vérité s'amenuise, une de ces étranges inventions de l'enfance qui font écho au malaise des adultes sans le comprendre. Sylvia écoutait, frissonnant légèrement. « C'est étrange, » dit-elle, « comme le village choisit vite ses méchants. »« Ah !» sourit Miss Marple, car la culpabilité est la seule histoire à laquelle ils peuvent tous s'accorder pour croire. Le lendemain matin, l'inspecteur Crail retourna à l'église, convaincu de son erreur. Il convoqua Madame Denning pour qu'elle identifie le cadre, certain que cela révélerait une contradiction. Mais lorsqu'elle l'examina, son expression change subtilement non pas de peur, mais de reconnaissance teintée de regret. « Ce n'est pas le même verre, » dit-elle, « le biseau est incorrect. Je remarque ce genre de choses. » La confiance de Crail s'est érodée.
Vous insinuez que quelqu'un d'autre l'a remplacée par la suite. » Elle soutint son regard. « Je suggère que ce que vous voyez et ce qui est vrai n'ont jamais fait bon ménage. » Miss Marple, revenue avec des fleurs, observa la scène, en silence. Elle vit la main de Madame Denning s'attarder sur le bord du cadre, comme si ce contact réveillait un souvenir trop intime pour être vu. Dans ce geste ne résidait ni défi, ni tromperie, mais une perte plus discrète, peut-être, ou une forme de réparation. Lorsque l'inspecteur partit en marmonnant à propos d'incohérences, Miss Marple s'approcha de la veuve. « C'est une belle photographie, » dit-elle doucement. Madame Denning esquissa un sourire. Les belles choses le sont souvent, jusqu'à ce qu'on les regarde de trop près. Au moment de partir, Miss Marple jeta un dernier regard au cadre d'argent. Le verre, fraîchement poli, reflétant la faible lumière de la nef comme une étendue d'eau gelée. À sa surface, les visages des vivants flottaient faiblement, aux côtés de ceux des morts, indiscernables le temps d'un battement de cœur. Cet instant, fragile et fugace, portait en lui l'étrange lueur d'une révélation trop ténue pour être nommée, mais suffisante pour suggérer que la vérité, comme l'argent, se ternit plus vite à l'air libre. Le son de la cloche de l'église flottait faiblement dans l'air du soir, sa tonalité chargée de la poussière des prières anciennes. Miss Marple s'attarda près du portail, les yeux fixés sur le cadran argenté visible à travers la porte ouverte. Un dernier rayon de soleil frappa de nouveau le verre, et un instant, le reflet ne refléta pas le colonel, mais quelque chose posé sur la table à côté. Lorsqu'elle s'approcha, le scintillement se transforma en un fin ruban gris pâle, à demi glissé sous le registre commémoratif. Personne ne l'avait remarqué auparavant. Elle tendit la main délicatement et le retira. La soie était fine et effilochée sur un bord, du genre de celle qu'on utilise pour les plaques photographiques ou pour ficeler les paquets de lettres. Elle exhalait un léger parfum de lavande. Le sacristain était rentré chez lui, l'église vide, hormis le souffle silencieux des pierres. Miss Marple glissa le ruban dans son gant et partit sans hâte, ses pas feutrés sur le gravier. Pour un observateur, on aurait dit une vieille dame quittant l'église après la prière du soir, mais dans son esprit, le puzzle s'était légèrement modifié, comme une lentille qui commence à faire la mise au point. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Cherry raconta les dernières nouvelles. Quelqu'un prétendait avoir vu Madame Denning poster un colis la semaine précédente, emballé dans du papier kraft et adressé à Londres. Il s'agissait, semble-t-il, d'une photographie, peut-être celle qui a disparu. « Ah !» murmura Miss Marple, « les gens sont plus sûrs d'eux qu'ils ne l'ont jamais vu. Cela leur évite la peine de réfléchir. » Pourtant, elle se surprenait à songer à ce paquet tout en taillant ses rosiers. Londres évoquait le secret, mais le secret voyageait rarement seul. Il s'accompagnait de culpabilité ou de protection, et il fallait choisir son compagnon de prédilection. La nièce du colonel, la veuve, la Vedge-Reach avaient chacune leur rôle à jouer dans le drame du village, mais aucune n'explique le léger parfum de ce ruban. En milieu de matinée, l'inspecteur Cray le rappela, l'air tendu. « Nous avons perquisitionné le logement de Madame Denning, sans rien trouver qui confirme ou infirme son récit. Mais nous avons reçu ceci de Londres. » Il sort un télégramme. Un photographe de Bloomsbury signale avoir reçu jeudi dernier un tirage du colonel Deering, accompagné du paiement, sans signature. Cachet de la poste de Melchester. Miss Marple accueillit l'information avec un intérêt modéré. Puis quelqu'un souhaita que le colonel s'en souvienne en double. Une impulsion touchante ou nerveuse. Cray fronça les sourcils. « Tu crois que ça signifie plus qu'une simple bêtise ? Mon cher inspecteur, les méfaits voyagent rarement jusqu'à Londres et en reviennent dans du papier kraft. C'est trop cher. »
Cet après-midi-là, la cérémonie de réinauguration imprégnait l'église d'une curiosité solennelle. Chaque banc était occupé, l'orgue jouant péniblement des hymnes à moitié connus. Miss Marple observait les visages plutôt que les livres de prière. Sylvia Grey, pâle et digne, chantait avec effort. Madame Denning gardait les yeux baissés. Et derrière elle, près de la porte, Monsieur Hughes, le sacristain, se tortillait d'inconfort chaque fois que l'assemblée s'agenouillait. Son malaise semblait physique. Pourtant, Miss Marple remarqua qu'il ne regardait jamais vers la table commémorative. Après la bénédiction, les gens s'attardèrent, échangeant quelques mots. Miss Marple s'approcha du sacristain avec une douce courtoisie. « Vous devez être soulagé que l'affaire soit presque réglée. » Il sursauta légèrement. « Oui, madame, même si je n'ai jamais aimé cette photo. Elle me donne des frissons. À cause de ce qu'elle montre ou de ce qu'elle ne montre pas ?» demanda-t-elle doucement. Il cligna des yeux, perplexe, puis murmura un simple regard. On pourrait croire qu'il savait quelque chose. Lorsqu'il s'éloigna, elle effleura de nouveau le bord de la table et sentit une légère irrégularité sous ses doigts. Le vernis la dissimulait, mais son intuition d'orfèvre décela l'endroit où la surface avait été soulevée puis recollée. Non pas le cadre cette fois, mais le bois en dessous. Elle recula, l'esprit en alerte. Quelque chose était enfoui sous le poids du souvenir. Ce soir-là, seule dans son salon, elle déposa le ruban sur une feuille de papier. Une fine trace de nitrate d'argent noircissait une extrémité. Cela expliquerait, du moins, l'éclat particulier de la photographie. Elle se souvient des paroles cruelles de Sylvia, dissimulées sous un vernis de respectabilité. Peut-être la dernière vanité du colonel avait-elle été préservée avec une perfection excessive. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de la femme du vicaire, toute rouge d'excitation à l'idée de cette nouvelle. « Jane, ma chère, tu ne vas pas le croire. Il paraît que Madame Denning était fiancée au frère du colonel, celui qui a disparu à l'étranger. C'est incroyable, non ?»« C'est tout à fait exact, » répondit Miss Marple d'un ton neutre. Les ressemblances familiales ont parfois le don de brouiller les pistes. Une fois le visiteur parti, la maison retrouva son calme habituel. Miss Marple ouvrit son journal et nota les curiosités du jour télégramme de Londres. Ruban parfumé à la lavande, bruit sous le bois de la table, lien entre frères. Elle hésita, puis ajouta « Si la mémoire ment, elle le fait avec tact. » Dehors, le clair de lune se répandait sur la verdure, argentait chaque toit. Dans ce pâle reflet, le village paraissait innocent, purifié. Pourtant, Miss Marple savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. Tandis qu'elle éteignait sa lampe, un léger craquement résonna près du portail, quelqu'un rôdait dans l'allée, invisible. Elle attendit, à l'écoute. Le bruit cesse. C'est alors seulement qu'elle réalisa que le ruban, laissé sur son bureau, n'était plus à sa place. Pendant quelques instants, Miss Marple resta immobile. La lumière de la lampe, faiblement reflétée sur le poli de son bureau, frémissait sous le souffle d'une fenêtre ouverte. Le ruban fut soulevé si discrètement que même l'horloge ne l'avait pas remarqué. Elle se leva, ajusta son châle et s'approcha du rebord de la fenêtre. Le jardin était immobile sous la lune, les roses chargées de rosée, chaque pétale luisant comme une petite confession. Quelque part près de la haie, une branche frémit. Puis le silence retomba, complet et immuable. Elle referma doucement la fenêtre. Celui ou celle qui avait pris le ruban ne l'avait pas fait par malice, mais par peur. La peur était toujours le motif le plus simple, elle ne nécessitait aucune imagination. Seulement la nécessité. Miss Marple connaissait suffisamment la psychologie villageoise pour comprendre que le voleur passerait désormais une nuit blanche à se soucier de sa conscience. Le matin arriva pâle et vif, avec une légère odeur de savon et de malaise. Chez l'épicier, les gens parlaient bien plus brièvement que d'habitude. L'histoire de l'indice volé avait déjà circulé, bien que personne n'avoue en connaître la source.
Madame Price Ridley prétendait que le ruban faisait partie de la décoration du colonel, tandis que mademoiselle Hartnell insistait sur le fait qu'il s'agissait du ruban de cheveux de la veuve, datant d'il y a des années. Toutes deux s'accordaient à dire que mademoiselle Marple devait être terriblement choquée. Et c'était précisément pour cela qu'elles espéraient la rencontrer et vérifier l'information. Mais mademoiselle Marple, consciente de leur empressement, fit sa promenade 1 heure plus tard que d'habitude. À l'église, elle retrouva Sylvia Grey devant le mémorial, sans gants, les mains crispées. La jeune femme avait perdu toute sa maîtrise, sa beauté, sans défense, paraissait presque humaine. « C'est parti, n'est-ce pas ?» demandait-elle sans se retourner. Miss Marple inclina la tête. Les choses qui disparaissent révèlent souvent celles qui leur sont le plus précieuses. Sylvia laissa échapper un rire tremblant. « Tu crois que c'est moi qui l'ai pris ? Je pense que vous saviez que c'était important. » La jeune fille se tourna alors vers elle, les yeux brillants. Un sceau entourait une lettre, jadis de mon oncle, adressée à ma mère. J'en reconnais l'odeur. Il utilisait de la cire de lavande pour les sceller. Je voulais être sûre de ne pas me tromper. Et vous ? Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je n'ai rien trouvé, seulement de la culpabilité d'avoir touché à ce qui ne m'appartient pas. Miss Marple posa doucement la main sur son bras. La conscience peut peser lourd sur les innocents et léger sur les méchants. Tout est de savoir quel fardeau on porte. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de l'inspecteur Crail, qui se pencha en avant, visiblement irrité. « Mademoiselle Marple, je dois vous interroger sur un incident plutôt gênant. Quelqu'un s'est introduit par effraction dans la sacristie la nuit dernière. Rien n'a été dérobé, si ce n'est un petit tiroir contenant les comptes de l'église. »« Des comptes » répéta doucement Miss Marple. « Quel manque de spiritualité ! C'est peu spirituel, mais utile, » dit l'inspecteur d'un ton sombre. Ces registres consignent les dons, les reçus et autres documents relatifs au fonds commémoratif du colonel. Il semblerait que notre coupable s'intéresse autant aux chiffres qu'aux photographies. Sylvia pâlit. « Vous voulez dire vol. C'est possible ? Ou une dissimulation ?» Crail les regarda tour à tour. Le sacristain dit avoir aperçu une silhouette près de votre chaumière, Miss Marple, vers 10 heures. Petite, enveloppée dans une cape. Comme il est observateur, dit-elle sans s'inquiéter. Peut-être revenait-il de ses propres courses. À St. Mary Mead, on voit souvent les autres, alors qu'on préférerait ne pas se voir soi-même. L'inspecteur soupira et se détourna en marmonnant sur les amateurs. Une fois partis, Miss Marple et Sylvia échangèrent un regard, l'une inquiète, l'autre pensif. « La peur se propage plus vite que la culpabilité, » murmura Miss Marple. « Il faut se dépêcher si l'on veut suivre le rythme. » Cet après-midi-là, elle rend visite à Madame Denning à l'improviste. Les appartements de la veuve étaient impeccables, pourtant une légère odeur de térébenthine flottait dans l'air. Sur une table d'appoint se trouvait un agrandisseur photographique, à moitié démonté. Madame Denning suivit le regard de Miss Marple et esquissa un sourire. « Je fais de la restauration, des portraits désormais fanés, de vieux souvenirs. Les gens aiment croire que le temps peut être retouché. » Miss Marple s'assit. Une pensée réconfortante. Mais certaines choses, une fois installées, sont irréversibles. La veuve versa le thé d'une main trop ferme. « Vous croyez que j'ai quelque chose à cacher, Miss Marple ? Tout le monde le fait, ma chère. La question est de savoir si c'est caché par gentillesse ou par commodité. » Un silence s'installa, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge. Puis, Madame Denning dit, d'un ton presque léger, « Le colonel a ruiné plus de vies en temps de paix qu'en temps de guerre. Peut-être vaut-il mieux que la photographie mente, si cela épargne aux vivants une vérité trop laide à montrer. » Miss Marple étudie son visage. «
Pourtant, les mensonges ont rarement la vie facile. Ils s'estompent, se recourbent et finissent par trahir leur auteur. Le regard de la veuve s'adoucit. « Alors j'espère que vous me pardonnerez le mien, si vous le trouvez. » En partant, Miss Marple remarqua sur le buffet une bobine de ruban gris, identique à celle qui avait été volée. Elle scintillait faiblement dans la lumière déclinante. Elle ne fit aucune remarque, se contentant d'un signe de tête poli en guise d'adieu. Ce soir-là, tandis que le village se préparait pour les vêpres, elle retourna à l'église. Le sol sentait légèrement le cirage, tout semblait intact. Pourtant, lorsqu'elle s'agenouilla pour remettre ses fleurs, elle aperçut un nouvel objet sous la table du souvenir, une petite photographie, humide de pluie, face contre terre. Elle la souleva délicatement. L'image était floue, mais lisible, 2 hommes en uniforme, sourires identiques, l'un légèrement barré d'un trait d'encre. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle tourna l'objet vers la lumière. La ressemblance était frappante et profondément gênante pour l'histoire à laquelle croyait le village. Elle se redressa, la photo dissimulée dans son livre de prière, le visage serein. Dehors, la première cloche sonna. Le son résonna dans le crépuscule, solennel et chargé d'attente, comme si le village lui-même retenait son souffle entre confession et révélation. L'écho de la cloche s'était à peine estompé qu'un cri déchira le silence devant l'église. Miss Marple se tourna vers la pelouse, où un groupe de silhouettes se formait sous le porche. La femme du vicaire, pâle et troublée, appelait à l'aide. Un homme gisait, affalé contre le mur de pierre, son parapluie tombé à ses côtés comme un point d'interrogation abandonné. C'était M. Hughes, le sacristain. Ses lunettes brillaient de travers dans l'herbe. L'inspecteur Crail arriva en quelques minutes, appelé par un garçon qui distribuait le journal du soir. « Insuffisance cardiaque », murmura le médecin après un rapide coup d'œil. Il était très stressé ces derniers temps, ce qui n'était pas rare. Mais le front de Crail restait plissé. « C'est une drôle d'époque pour voyager, » dit-il, et les étrangers tiennent encore une clé d'église dans une main et un bout de papier dans l'autre. Miss Marple, immobile en retrait, observait les détails sans même le laisser paraître. Le métal de la clé scintillait d'une fine pellicule d'huile et le papier était plié avec une telle précision qu'il ne pouvait s'agir d'un hasard. Crail glissa les 2 dans une enveloppe. « Nous nous en occuperons plus tard, » dit-il d'un ton peu convaincu. Pendant ce temps, les villageois commençaient à intégrer l'événement à leur drame familier, tissé de conjectures. Au matin, l'histoire avait déjà pris une tournure inattendue. Le sacristain était mort de peur après avoir vu le fantôme du colonel. Ou bien, on l'avait réduit au silence pour ce qu'il savait. Chaque version répondait à une conception différente de la moralité. Au salon de thé, Madame Bantry confia qu'il avait jadis laissé entendre qu'il y avait eu des manœuvres douteuses dans les comptes commémoratifs. Mademoiselle Hartnell, pour ne pas être en reste, insista sur le fait qu'elle avait entendu des rumeurs de chantage. Personne ne mentionna la solitude ordinaire d'un vieil homme qui avait servi la même paroisse la moitié de sa vie. Cependant, loin d'être apaisée, la curiosité de Miss Marple s'intensifia. Elle rend visite à l'inspecteur Crail sous prétexte d'inquiétude. « Quelle chose terrible, pauvre monsieur Hughes !» dit-elle doucement, et si peu de temps après cette petite affaire du tiroir de la sacristie. Crail leva les yeux de ses notes. « Vous êtes au courant, alors. Il semblerait qu'il conservait des copies des comptes de l'église chez lui. Je les ai retrouvés ce matin, rien d'anormal, sauf une entrée qui avait été effacée et réécrite. Comme c'est inhabituel de la part du défunt, murmura Miss Marple. Il avait l'âme d'un livre de comptes. Et quel était donc cet enregistrement? Un don anonyme de 20 livres sterling au mémorial du colonel. Date d'octobre dernier. Aucune trace du donateur. Les cadeaux anonymes, a-t-elle dit, sont un peu comme des excuses d'autant plus sincères qu'elles sont le moins souhaitées. Ce soir-là,
elle examina la photographie qu'elle avait cachée dans son livre de prière. 2 hommes, presque identiques. Un nom inscrit en filigrane au dos, Arthur Deering, le frère du colonel, celui dont on murmurait qu'il avait fui à l'étranger, et le trait d'encre qui barrait un visage, comme pour rectifier l'information. Elle repensa à l'inscription effacée, au don secret, à la photographie remise en place. L'image ne mentait plus, elle avait simplement trop cherché à dire la vérité. Au crépuscule, elle alla voir Sylvia Gray. La jeune femme la reçut au salon, où régnait une atmosphère lourde de lys et de malaise. « Vous avez entendu parler du sacristain ?» demanda Miss Marple. « Oui, » dit Sylvia d'une voix tremblante. « Il pense qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais il était gentil, il apportait des fleurs pour la cérémonie commémorative tous les dimanches. La gentillesse et la complicité ont souvent la même expression, dit doucement Miss Marple. A-t-il jamais parlé du frère de votre oncle? Jamais. Mon oncle l'a interdit. Il disait qu'Arthur était mort pour la famille. Le regard de Miss Marple se porta sur la cheminée, où un petit cliché encadré était légèrement tourné vers le mur. Elle s'approcha. « Puis-je » Sylvia hésita, puis acquiesça. L'image montrait un jeune officier souriant, plein de malice, trop vivant pour être le défunt colonel. « C'est Arthur » admit Sylvia. « Maman l'a caché ?» Je crois que cette ressemblance la perturbait. « C'est bien compréhensible » murmura Miss Marple. Rien ne trouble autant la mémoire qu'une ressemblance. Avant de partir, elle demanda à voir les lettres concernant le fonds commémoratif que Sylvia conservait pour le comité. L'une d'elles exhalait un léger parfum de lavande et une tache d'argent, intrate l'écho du ruban. L'écriture était dissimulée, mais féminine. Miss Marple rangea cette information précieusement, comme une épingle dans son coussin à couture. Alors qu'elle rentrait chez elle au crépuscule, le village semblait aux aguets. Les rideaux s'agitaient, les lampes vacillaient derrière la dentelle, comme incertaine de la vérité qu'elle servait. Près de l'église, elle s'arrêta, entendant de nouveau le lent carillon de la nuit précédente. Cette fois, il n'y avait pas d'écho, seulement le léger craquement des feuilles et le bruit d'un pas qui s'éloignait dans l'ombre. Arrivée à son portail, une petite enveloppe l'attendait sur le rebord de la boîte aux lettres. À l'intérieur, un ruban gris noué en un nœud parfait. Ni mots, ni explication, seulement ce parfum de lavande, léger mais indubitable. Elle resta immobile, la fraîcheur de la nuit l'enveloppant, le ruban reposant dans sa paume comme une réponse encore muette. Le parfum de lavande persistait longtemps après la tombée de la nuit. Miss Marple était assise à sa table de petit déjeuner, le ruban posé à côté de sa tasse de thé, telle une accusation poliment pliée. Cherry l'avait remarqué, bien sûr. « Un si joli nœud, madame, mais pas de carte ?» Ce à quoi Miss Marple avait simplement répondu par un murmure pensif. Les jolies choses, savait-elle, étaient souvent porteuses de mauvaises surprises. Elle passe la matinée dans son jardin à tailler ses rosiers avec une attention plus soutenue que nécessaire. L'observation, comme le jardinage, s'avérait plus fructueuse avec la patience et le silence. À 10 heures, elle avait décidé précisément de la marche à suivre, non par la force ou l'interrogation, mais par l'invitation. La nature humaine, flattée par les apparences de l'innocence, avait tendance à se trahir avec une remarquable promptitude. À 11h30, elle fait passer un mot par le garçon de course à Madame Denning. Le thé était à 4 heures, une petite faveur à demander tout à fait inoffensive. Le choix des mots était délibéré. L'innocuité apparente était un appât irrésistible. À l'heure convenue, Madame Denning apparut ponctuelle et impeccable, son calme imperturbable comme une dentelle fine drapant l'incertitude. Les deux femmes échangèrent quelques banalités polies avant que Miss Marple ne dise « Vous avez un don pour la conservation,
vous restaurez mes photos délabrées. Pourriez-vous jeter un œil à une photo pour moi? J'ai bien peur qu'elle ne soit décolorée. » Elle fouilla dans son panier à tricot et en sortit le double de la photo où figuraient les deux frères, qu'elle déposa sur la table. La main gantée de Madame Denning s'est arrêtée un instant de trop. « Où avez-vous trouvé? » ?»« À l'église, tout à fait par hasard. » Curieusement, le pasteur s'obstine à réapparaître au moment le moins opportun. La veuve étudie l'image, les lèvres pincées. Il ne faut pas croire tous les fantômes qu'on trouve dans un tiroir. « Oh non, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Mais j'écoute toujours quand ils commencent à chuchoter. » Le silence qui suivit fut pesant. Finalement, Madame Denning annonça qu'Arthur Dering était mort à l'étranger. Le colonel l'avait confirmé à tous. Ah oui. Pourtant, la photographie semble contredire cela. On peut se demander si le monument honore le mauvais manoir ou s'il dissimule le bon. Madame Denning se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous insinuez. »« Au contraire, » dit Miss Marple d'un ton serein. « Je suggère seulement que la vérité, comme l'argent, change de couleur avec le temps. » Un instant, la jeune femme sembla sur le point de parler, mais quelque chose la retint, peut-être la loyauté, peut-être la peur. Lorsqu'elle se retourna, son expression s'était adoucie, empreinte d'une politesse lasse. « Vous aimez vos énigmes, Miss Marple. Je vous envie pour ce loisir. Le loisir, ma chère, est souvent une illusion. Nous remplissons simplement les soucis des autres pour ne pas avoir à affronter les nôtres. » Madame Denning partit peu après, laissant derrière elle un léger parfum de lavande. Miss Marple attendit que le portail du jardin se referme avant d'ouvrir le petit bureau près de la fenêtre. Elle en sortit un second ruban, plus ancien, de couleur identique mais sans inscription. Elle les compare côte à côte. Le nouveau ruban avait été délibérément parfumé et portait un message, non un gage. Mais quel message? Un avertissement, une confession ou de la gratitude? Ce soir-là, elle se rendit à l'église sous prétexte de s'occuper de ses fleurs. La clé, empruntée à la femme du pasteur, tourna facilement dans la serrure. À l'intérieur régnait ce silence dense, si particulier aux lieux imprégnés de prière. Elle se dirigea droit vers la table commémorative et souleva de nouveau la photographie encadrée. En dessous, comme elle s'y attendait, le panneau de bois se dessert à la moindre pression. Dans la cavité se trouvait un papier plié et une enveloppe, jaunie, non scellée. À l'intérieur, une lettre écrite de la main du colonel, datée de 6 ans plus tôt. L'écriture était soignée, autoritaire et d'une froideur absolue. Elle évoquait la restauration de l'honneur et la correction des erreurs d'identité, l'effacement de la honte d'un frère. Elle se conclut par une phrase plus glaçante encore que n'importe quelle confession. Si la vérité doit mourir, pour que la respectabilité puisse vivre, alors qu'elle meurt avec grâce. Miss Marple remit la lettre en place et referma le panneau. La respectabilité est un fossoyeur si commode pour la décadence morale. Elle s'attarda un instant, contemplant la photographie. Le visage semblait se transformer imperceptiblement à la lumière de la lampe, comme s'il reconnaissait sa découverte sans remords. Lorsqu'elle émergea dans la lumière déclinante du jour, elle aperçoit Sylvia Grey qui s'approchait sur le chemin, le visage crispé. « Je vous cherchais », dit la jeune fille, haletante. L'inspecteur est allé interroger Madame Denning une fois de plus. Il dit que le journal du sacristain mentionnait son nom et une histoire de paiement. « Ah !» dit doucement Miss Marple. « Le rideau se lève enfin. Espérons que les acteurs se souviennent de leur texte. » Tandis qu'elles marchaient ensemble vers le presbytère, la brise du soir souleva le ruban gris encore glissé dans la manche de Miss Marple. Il flotta une fois, puis retomba, son parfum se mêlant à l'air frais. Sylvia y jeta un coup d'œil et murmura
Est-ce un indice? Peut-être, dit Miss Marple. Ou peut-être simplement un rappel que la beauté peut dissimuler bien plus que la laideur n'ose jamais le faire. Ils atteignirent le portail au moment où la cloche de l'église sonna l'heure. Miss Marple s'arrêta, son regard se tournant vers les lumières du presbytère, d'où s'échappaient des murmures derrière les rideaux tirés. « Les gens » murmura-t-elle, si prompte à se souvenir des morts et si effrayée à évoquer les vivants. Les mots restaient suspendus entre eux, délicats comme le parfum de la lavande, tandis qu'au loin, une porte claquait avec la brutalité de quelque chose de longtemps caché qu'on arrache au grand jour. Le claquement de la porte résonna faiblement dans l'allée, et Miss Marple, s'arrêtant devant le portail du presbytère, reconnut dans ce bruit une conclusion qui commençait à se dessiner. Les lumières de la maison brillaient à travers les rideaux de dentelle, denses, respectables et pourtant si trompeuses. Dans cette lueur, elle perçoit les premiers signes de vérité qui peinent à se faire entendre. L'inspecteur Crail les accueillit à la porte, l'air crispé par la satisfaction. « Bonsoir, Miss Marple. Mademoiselle Gray, nous avons enfin fait des progrès. Madame Denning a avoué avoir touché à la photo commémorative. Il le dit comme on annoncerait une victoire à la tombola paroissiale. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, non par surprise, mais par pitié. « L'ingérence peut revêtir bien des significations, inspecteur. Quelle version avez-vous choisie? »« Le plus simple, » répondit-il sèchement. « Elle admet avoir remis la photo et le verre en place. Elle prétend avoir corrigé une erreur de présentation. J'oserais qualifier cela de vanité. Je pourrais appeler cela de la miséricorde, » murmura Miss Marple. À l'intérieur, le salon avait été réaménagé pour l'interrogatoire. La veuve était assise près du feu, Sylvia Gray derrière elle, pâle et tremblante. Sur la table se trouvait la photographie encadrée, le ruban et la lettre pliée que Miss Marple avait trouvée sous le monument funéraire. Crail les désigna du doigt. Preuve suffisante, à mon avis. Le regard de Madame Denning était fixe, malgré la fatigue dans sa voix. J'ai remplacé la photographie car elle était fausse. L'homme honoré n'était pas le colonel Dering, mais son frère Arthur. Le colonel en avait commandé des doubles des années auparavant avec l'intention d'en détruire un. Je l'ai conservé. Sylvia laissa échapper un petit cri. Alors ma mère avait raison. Arthur n'était pas le méchant qu'on avait voulu faire croire. Crail fronça les sourcils. Si c'est le cas, pourquoi le cacher? Parce que le village vénère les apparences, dit amèrement Madame Denning. Et la réputation du colonel était bien meilleure que celle de son frère, ne le serait jamais. Miss Marple s'approcha, son regard passant d'un visage à l'autre. La lettre sur la table, c'était à vous de la trouver, inspecteur? Trouvée par vous, plutôt malencontreusement, dit-il. Et lire, j'imagine. Bien sûr. Vous savez donc qu'il ne s'agissait pas d'un aveu, mais d'une instruction exigeant le maintien d'une fausse identité. Elle se tourna vers Madame Denning. Vous avez modifié la photographie pour corriger un mensonge, et non pour dissimuler un crime. La veuve laissa échapper un soupir. Je pensais que la vérité pourrait réparer les dégâts causés par le mensonge. Mais il était trop tard. Le bedeau l'avait découvert avant moi. Crail se pencha en avant. Vous voulez dire que Hugues était au courant. Il m'a vu à l'église ce soir-là, en train de tester le cadre. Je l'ai supplié de garder le silence. Il a accepté jusqu'à ce qu'il comprenne que l'inscription du don révélerait la supercherie. La voix de Miss Marple était très basse. Il voulait vous dire qu'il allait tout révéler. Madame Denning acquiesça. Il laissa un mot disant que le repentir était son devoir. Sylvia s'est affalée dans un fauteuil, le visage exsangue. Alors sa mort n'était plus. La veuve secoua vivement la tête. Non, je ne l'ai pas touché. Je suis allé à sa chaumière pour la supplier, mais il était déjà parti. Je le jure. La satisfaction de Crail fit place à un malaise. Insuffisance cardiaque, annonça le médecin. Peut-être aussi un sentiment de culpabilité. Peut-être, dit Miss Marple, mais la culpabilité est rarement fatale en soi.
La peur, en revanche, peut l'être. Elle tourne la photographie vers la lumière. La vraie question, inspecteur, est de savoir pourquoi le colonel avait besoin d'une fausse identité au départ. L'inspecteur laisse échapper un soupir d'exaspération. Des spéculations, mademoiselle Marple. Observation, corrige-t-elle doucement. Les comptes du colonel, l'entrée effacée, les dons, tout laisse à penser à une transaction entre frères. Peut-être de l'argent pour acheter le silence. Peut-être un pardon. Pourtant, un seul d'entre eux est revenu de l'étranger. Le murmure de Sylvia rompit le silence. Mon oncle disait, l'honneur familial est comme un miroir, une seule fissure, et tout le reflet est gâché. Je croyais qu'il parlait d'orgueil. Il voulait dire dissimulation, expliqua Miss Marple. Le colonel vivait dans l'ombre du déshonneur de son frère, peut-être même de sa mort. Un échange opportun, un soldat tombé au combat, enterré à l'étranger, un autre sanctifié au pays. Madame Denning ferma les yeux. J'essayais de réparer mes erreurs. Je pensais que si le village voyait la vérité, ne serait-ce qu'une fois, le mensonge perdrait de son emprise. Et au lieu de cela, dit doucement Miss Marple, vous avez déséquilibré ce qui en dépendait, la réputation. Le pauvre Hughes était trop loyal pour se contredire. Crail se frotta la tempe. C'est très poétique, certes, mais la loi se base sur les preuves, pas sur les métaphores. Miss Marple esquissa un sourire. Alors, inspecteur, consolez-vous, les preuves confirment ce que les apparences ne peuvent dire. Les médailles du colonel, gravées des mauvaises initiales, reposent dans ce même tiroir, sous le monument commémoratif. Vous les trouverez enveloppées dans un tissu argenté. Il la fixa du regard. Comment diable? Car les morts, comme les photographes, préfèrent qu'on se souvienne d'eux dans un cadre approprié. Un silence s'installa. L'horloge sur la cheminée tic-tac d'une précision indifférente. Puis, Madame Denning se leva, sa dignité enfin révélée. « Vont-ils détruire le mémorial » demanda-t-elle doucement. « Non, » répondit Miss Marple. « Ils ne feront que la retoucher exactement comme vous l'avez fait. La vérité change rarement les visages, elle ne fait qu'attirer la lumière. » L'inspecteur rassembla ses papiers en grommelant à propos des déclarations et des signatures. Sylvia le suivit, hébétée, le visage partagé entre chagrin et soulagement. Miss Marple resta près du feu, la photographie scintillant à ses côtés. Dans le verre, elle aperçut son propre reflet, faible et dédoublé, comme deux vies figées dans le même cadre. Elle se pencha et retourna au tableau. Le geste était simple, presque respectueux. Le passé, enfin, s'était révélé. Pourtant, dans le silence qui suivit, elle ne put s'empêcher de se demander combien d'autres portraits à St. Mary Mead véhiculent des mensonges que personne ne prendrait jamais la peine de corriger. Le matin arriva dans un silence feutré, comme si le village lui-même souhaitait parler à voix basse. La tempête de curiosité s'était apaisée, laissant derrière elle ce calme étrange, si caractéristique de la respectabilité anglaise, un soulagement discrètement dissimulé sous un voile de deuil. La table commémorative, fraîchement lustrée, trônait de nouveau dans l'église, sa photographie désormais scellée sous une vitre neuve. Aucune annonce ne fut faite, aucune correction apportée. Sainte Mary Mead préférait laisser l'histoire se compose d'elle-même, avec dignité. Au Blue Boar, les habitués évoquent l'affaire d'un ton de déception contenue. « Tout ce tapage pour un cadre », déclara M. Weatherby. « Ça n'a jamais constitué un vrai scandale. » Ce à quoi Mme Price Ridley répondit, avec la suffisance triomphante d'une victoire morale. Voilà ce qui arrive quand on touche au monument commémoratif. Les morts doivent reposer en paix et les vivants se taire. Elle ne remarqua pas qu'elle avait été la première à déranger l'un comme l'autre. L'inspecteur Crail, quant à lui, était parti pour Melchester avec les médailles et le rapport officiel.
Son erreur d'identification corrigée, l'absence d'intention criminelle satisfaisait les autorités, mais pas lui-même. Il avait appris, peut-être à contre-cœur, que le raisonnement de Miss Marple ne nécessitait aucun mandat pour être juste. Il lui laissa un bref mot de remerciement. « Vous aviez raison pour la lumière. Cela a tout changé. » Dans son cottage, Miss Marple lit le livre avec un léger sourire. « Il fera un excellent détective », murmura-t-elle en le posant. Une douce quiétude emplissait l'air. Cherry apporta un plateau de thé et de gâteaux aux graines, bavardant d'une nouvelle fiançailles au village et du sermon du vicaire sur le rétablissement de la vérité. Miss Marple écoutait, hochant la tête aux moments opportuns, bien que ses pensées s'égarèrent vers des réflexions moins agréables. Cet après-midi-là, elle retourna à l'église. Le chemin scintillait légèrement sous le givre, chaque pierre propre et bien alignée. À l'intérieur, la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, transformant l'air en un silence coloré. La nouvelle inscription sous la photographie disait simplement « Pour honorer le courage, où qu'il se trouve ». C'était un compromis élégant, évasif, typiquement anglais. Elle resta un moment devant la table, les yeux suivant la courbe délicate du cadre. Sous la vitre, les traits du colonel ou d'Arthur, selon le camp auquel on était attaché, semblaient adoucis, moins assurés. La photographie ne mentait plus, elle se contentait de retenir quelque chose. Et peut-être était-ce là une justice suffisante. Sylvia Grey arriva discrètement, ses pas hésitants sur les dalles. « Je suis venue vous remercier, » dit-elle, « d'avoir remis les choses en ordre, ou du moins d'avoir fait de votre mieux. »« Ma chère, » répondit doucement Miss Marple, « la vérité rentre rarement dans le moule que nous lui construisons. Elle se déforme, elle s'effiloche, mais elle perdure. » Les yeux de Sylvia brillaient. « Crois-tu que les gens connaîtront un jour toute l'histoire ? » « Ils le font déjà, » dit Miss Marple, « de la manière qui compte vraiment. Ils ont choisi d'oublier. » Ensemble, ils disposèrent les fleurs, leur léger parfum se mêlant à la cire d'abeille et aux senteurs du temps. Dehors, les cloches sonnèrent pour l'office du dimanche, une sonnerie joyeuse masquant la solennité qui régnait. Sylvia s'attarda près de la porte. « Je crois que mon oncle aurait détesté tout ce pardon, » murmura-t-elle. « Alors, cela vaut doublement la peine de le proposer, » répondit Miss Marple. Une fois la jeune fille partie, Miss Marple resta assise sur son banc. Le sermon s'élevait faiblement de la sacristie, les mots se mêlant au bourdonnement de l'orgue. Son regard erra vers les fenêtres, où des particules de poussière tournaient en faisceaux de lumière. Minuscules vérités suspendues, visibles seulement lorsque le soleil les frappait. La respectabilité, songea-elle, ressemblait à peu près à cette brillance vue de biais, à cette opacité vue de face. Après la cérémonie, Madame Bantry s'approcha, rayonnante d'un regain de moralité. « Eh bien, Jane, tout s'est si bien terminé. Ni meurtre, ni scandale, juste une remise en ordre impeccable. Vous devez être ravie. Satisfaite ?» Miss Marple sourit. « Oh oui. Rien n'apaise autant le village qu'une énigme résolue avant le thé. Cela leur laisse le temps de jouer au bridge. » Madame Bantry rit, incertaine s'il s'agissait d'une plaisanterie, et poursuivit son chemin. Tandis que l'assemblée se dispersait, Miss Marple s'attarda près du porche. Le vent souleva légèrement son voile, emportant avec lui un doux parfum de lavande venu d'un lieu invisible. Elle leva les yeux vers le ciel d'hiver, clair, incolore et d'une profondeur insondable. Les toits du village luisaient, comme fraîchement lavés de leur commérage. Et pourtant, sous chaque cheminée, elle le savait, couvait une histoire prête à se rallumer. Elle rentra chez elle par le long chemin, où le givre s'accrochait encore aux haies. L'air était vif, mais doux. Dans son salon, elle glissa le ruban dans son journal intime, le pliant entre 2 pages blanches. Un petit geste de préservation, ni confession, ni secret, simplement un souvenir. Puis elle reprit son tricot,
le rythme familier apaisant ses pensées. Alors que la nuit tombait, le reflet de la lampe se dessina sur son visage à la fenêtre. 2 images se superposèrent d'un le présent et son ombre plus discrète jusqu'à devenir indiscernable. Elle les contempla un instant, puis esquissa un sourire, comme à une vieille amie. « Les apparences sont rarement trompeuses, » murmura-t-elle, « ma chère, seulement sélective. » Dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure, imperturbable et régulière. Son écho flottait dans le village silencieux, effleurant les toits, les pierres tombales et la photographie qui avait menti, puis dit la vérité et qui avait finalement appris à se taire.